Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la TV Réaliste, le podcast qui parle autrement de la télé-réalité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie de la présentation des portraits de la saison 20 de L'amour est dans le pré. J'ai l'impression qu'on a tout juste fini la saison 19 et déjà là on repart, mais en fait il n'y a que 3 épisodes de présentation et ensuite il faut qu'on attende 6 ou 7 mois avant d'avoir la vraie saison de L'amour est dans le pré. Donc ça va, on aura le temps de faire le deuil et d'oublier ceux de la saison précédente, qui sont encore là bien dans nos mémoires, avant de pouvoir vivre les nouvelles aventures avec les nouveaux personnages qui sont, franchement, ils sont super. On les a pas encore tous vus, mais ceux qu'on a vus nous promettent une saison quand même exceptionnelle, sachant que la saison 19, elle a été assez incroyable en termes de nombre de couples. Du coup, ils ont intérêt, là, je pense qu'ils ont la pression. Ils se sont dit, faut pas qu'on retombe à un couple réussi comme à la saison 18. Donc ils ont mis le paquet et ils ont pris que des gens vraiment déterminés à voir si ça va faire comme l'année dernière, où entre les portraits et la diffusion, il va y en avoir 3 qui vont disparaître parce qu'ils auront décelé des intentions malhonnêtes ou des intentions, on va dire, contradictoires avec le programme. Pour le moment, franchement, ils me semblent tous tenir la route. Après, l'année dernière, c'était le cas aussi. Bien sûr qu'ils nous montrent pas les zones d'ombre tout de suite. Donc on verra. Mais en tout cas, pour le moment, ça promet. Et aujourd'hui, donc, je vais commencer avec la présentation des premiers. Donc ceux qu'on a vus à l'épisode du lundi 13. Voilà, c'est parti. Bonne écoute. Alors, comment ne pas commencer cet épisode en parlant de Karine Le Marchand, qui est de retour pour cette saison 20, et qui est donc, comme je l'avais déjà dit pour la saison 19, devenue un incontournable de cette émission. Je pense qu'elle est maintenant liée au programme à vie, et j'ai lu quelques articles qui expliquent à quel point elle est très bien payée aussi. Donc pour elle, il y a absolument... comment dire ? C'est un peu le projet de sa vie, elle est très connue pour ça, alors elle fait d'autres choses aussi sur M6 et à la radio, mais pour elle c'est vraiment sa carte d'identité, sa carte de visite, voilà, c'est Karine Le Marchand, c'est L'amour est dans le pré, et je pense aussi que ça ne lui demande, enfin je m'avance peut-être un peu vite, mais j'ai l'impression que ça ne lui demande pas énormément de travail, parce qu'en fait, en gros, avant elle se déplaçait chez tous les agriculteurs, et là je trouve que plus les saisons passent, plus il y en a beaucoup qu'elle reçoit dans cette petite maison de campagne qui doit être en région parisienne, donc pas très loin de là où elle habite. Et du coup, elle peut comment dire, elle a plus besoin de se déplacer à la campagne, elle les reçoit à la chaîne. Et il y en a juste un ou deux, ou peut-être un peu plus, mais vraiment pas énormément, chez qui elle se déplace. Alors qu'avant, elle allait chez tous les agriculteurs. Donc je pense que pour elle, elle est dans une telle position confortable qu'elle peut faire valoir des avantages et des améliorations de conditions de travail pour elle. Donc moins de déplacements, plus besoin de parcourir la France pour faire tourner ses portraits. Elle va dans ce petit château, là cette jolie maison dans laquelle elle les accueille presque tous. Et puis surtout, je trouve que les entretiens qu'elle fait avec eux, j'ai l'impression qu'elle les prépare pas énormément. C'est toujours à peu près les mêmes questions et surtout elle a un script, enfin bon, c'est une présentatrice star, hein. Donc c'est le cas pour tous les présentateurs stars. Mais je trouve qu'elle est beaucoup présentée comme Tata Karine, Karine qui va conseiller les agriculteurs, qui va les accompagner, etc., qui leur passe un coup de fil quand ça va pas, quand ils ont des moments de doute. Mais en fait, je sais pas si elle est vraiment aussi impliquée que ça. Après, c'est son travail, elle a le droit de faire son travail aussi de manière purement, on va dire, professionnelle, sans y mettre tout son cœur, etc. Mais étant donné le salaire qu'elle en retire et l'image qu'elle en retire, je trouve que parfois ce qu'elle apporte est un peu faible. Voilà, c'est mon regard personnel. Voilà. Alors, le premier personnage qu'on nous présente de cette saison, et souvent le premier est choisi de manière très réfléchie, c'est-à-dire qu'ils prennent quelqu'un qui pour eux, je pense, pourra porter le programme presque à lui seul, donc c'est-à-dire à toutes les valeurs qu'ils veulent proposer dans L'amour et dans le pré, et a aussi un profil attachant et qui promet des histoires intéressantes et passionnées et passionnantes. Donc, cette année, le premier, c'est Jean-Louis d'Occitanie, parce qu'il y a aussi un autre Jean-Louis.
53 ans, un paysan qui aime sa terre et qui aime les plantes, qui porte un béret et a un label rouge, qui travaille en visant l'autonomie de son exploitation et qui parle du BICE, donc c'est en occitan, c'est ce qui signifie le bon sens paysan. Il a une très très grande assurance quand il parle de ses terres et de sa passion pour l'agriculture et le monde paysan. Mais dès qu'il parle de sa famille ou de sa vie personnelle, de sa vie de couple, de ce qu'il recherche pour lui, sa vie privée, il devient à 100% différent. Et il devient extrêmement fragile et dans le doute et dans une très très grande, ah, 1, 2, 3, une très très grande sensibilité et un manque d'assurance aussi. Donc c'est vraiment un peu ce contraste-là qu'ils aiment bien présenter dans L'amour et dans le pré. En même temps, c'est quelqu'un qui il vit avec sa mère dans une grande maison paysanne. L'intérieur de leur maison ressemble presque aux maisons qu'on voit dans les écomusées, pour nous montrer comment c'était la vie dans les champs dans les années avant-guerre presque. Enfin, cette maison, on dirait qu'elle a 100 ans et qu'elle n'a pas bougé. Alors bien sûr, il a l'eau courante, il a l'électricité, etc. Mais il y a cette sorte de famille traditionnelle 1, 2, 3. Cette famille traditionnelle archétype, cet archétype de famille traditionnelle, cette image d'Épinal de la famille paysanne traditionnelle où ils ont vécu à un moment jusqu'à 4 générations dans la même maison, où encore lui il s'occupe de sa mère aujourd'hui. Karine lui demande tu voudrais pas la mettre à l'EHPAD, lui dit ah non c'est absolument impensable pour moi. Ils incarnent toutes ces valeurs là et toute cette manière de vivre là qui est réel, hein, je pense pas qu'ils exagèrent, mais qui est vraiment mise en valeur et exacerbée presque par le montage qu'en fait L'amour est dans le pré. Il dit, alors après quand il se présente de manière un petit peu plus personnelle sur sa vie privée justement et ce qu'il cherche, pourquoi il participe à L'amour est dans le pré, il dit que lui, il a peu de critères, il est ouvert à beaucoup de choses. Il est peu expérimenté, il est habitué à la solitude. Et moi, je me dis que ce type de profil qu'on voit quand même assez souvent, ça finit fréquemment en célibat parce que, comme il n'arrive pas au moment du portrait à se prononcer sur ce qu'il souhaite ou ce qu'il ne souhaite pas chez sa future partenaire, il va avoir des personnes qui vont lui écrire très diverses. Et ensuite, il va choisir un peu plutôt au physique, au feeling, et pas vraiment à ce dont lui il a besoin dans ses relations, tout simplement parce qu'il ne sait pas ce dont il a besoin dans ses relations. Mais en fait, l'émission, plus que de lui servir de trouver une compagne, va lui servir à savoir ce qu'il attend d'une compagne. Après, peut-être qu'il trouvera aussi du premier coup. On verra bien. Hâte de voir. En tout cas, c'est souvent des profils assez passionnants, comme je le disais. Il parle qu'il a un grand regret de ne pas être père, et par contre, il reporte tout cet amour-là sur ses neveux et particulièrement son filleul. Il est vraiment très émotif quand il parle de toutes ces choses-là, je l'ai déjà dit. Il est aussi un chasseur passionné. Tous les week-ends, samedi et dimanche, il va à la chasse. Donc là, ça me fait quand même une petite sonnerie dans ma tête. Est-ce qu'il a la place en fait? Si tu passes autant de temps de ta vie seul, est-ce que finalement tu as la place pour accueillir une autre personne? Voilà, c'est la grande question. Alors, lui, ce qui le motive beaucoup, et souvent c'est le discours dans Les Portraits de l'amour et dans le pré, il en a marre de la solitude. Il en a marre de la solitude, il voit tout le monde autour de lui qui a construit une vie de couple, une vie de famille. Il se dit que lui aussi a le droit, lui aussi veut rechercher ça. Donc ça, je pense que ce sera son moteur, mais son frein sera le fait qu'il ait passé autant de temps seul, et est-ce qu'il sera prêt à faire les compromis qu'il annonce qu'il est prêt à faire, parce qu'il s'engage quand même. Il dit « Je lui donnerai la place qu'elle voudra prendre ». Ça, je trouve que c'est un engagement assez fort, parce que ça veut dire, lui, il va s'adapter à 100%. Donc, j'attends de voir. Ça promet d'être très intéressant, déjà parce que il est émotif, donc il va vivre les choses intensément. Il a aussi beaucoup d'attentes et il a aussi fait beaucoup de promesses d'une certaine manière.
Et d'un autre côté, il est assez inexpérimenté. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça, ça va s'agencer et quel type de profil vont lui écrire et qui est-ce qui va choisir, comment vont se dérouler les speed dating, etc. Mais en tout cas, profil très très intéressant, Jean-Louis, 53 ans, Occitanie, hâte de voir la suite. Ensuite, on nous présente Océane, 26 ans, maraîchère en Bretagne, qui est pour moi un peu le deuxième archétype, ça y est, je l'ai bien dit, archétype des personnages qu'on rencontre dans L'amour et dans le pré. Jean-Louis, présenté juste avant, étant le premier. Donc elle, c'est la jeune femme qui a construit son exploitation seule, enfin elle l'a fait avec son frère, mais qui est extrêmement débrouillarde, qui est très polyvalente et très compétente dans son métier, qui a aussi une vie sociale assez riche. Donc elle fait les jeux bretons, jeux de force bretons, j'en avais jamais entendu parler. Du foot, du rugby, enfin elle est extrêmement sportive et elle a un grand groupe d'amis. Mais côté amour, elle n'y arrive pas, elle tombe que sur des mauvais mecs, elle n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Et du coup, pour elle, faire l'amour est dans le pré est une manière d'être accompagnée, qu'il y ait aussi un premier filtre qui soit fait par la production au moment de lui présenter des courriers. Et il y a un peu ce truc rassurant, entre guillemets, de rencontre où c'est cadré, les mecs, quand ils viennent, ils s'engagent vraiment à faire le truc, donc elle a une petite assurance que ça pourra être une relation plus sérieuse que ce qu'elle arrive à construire elle toute seule. Et ça, pareil, on a ce profil-là presque chaque année, depuis quelques années en tout cas. Et souvent, ce sont des filles aussi qui repartent seules, enfin qui finissent seules parce que les Karel et Manuela de la saison 19 le disaient au bilan assez bien. C'est plus difficile dans notre société actuelle avec tous les stéréotypes à coller à chaque genre. C'est plus difficile pour un homme de venir faire une émission télé où il va être en rivalité avec un autre homme et où il va devoir se montrer vulnérable et prendre le risque peut-être qu'à un moment il se prenne un râteau à la télé, que pour une femme. Parce qu'il y a un peu la fierté masculine qui est inculquée, on va dire, aux garçons, qui est véhiculée par la société patriarcale, qui fait que c'est plus difficile. Et donc c'est un peu aussi, il y a peut-être un peu moins de choix au niveau des prétendants pour les femmes. Et il peut y avoir aussi des personnes qui vont se braquer, comme on avait eu l'année dernière le prétendant de Karel qui au bout d'un moment avait l'impression qu'il n'était pas le favori et ça l'a vraiment fait paniquer et complètement vriller. Il est parti parce que je pense qu'il a senti qu'il risquait peut-être de se prendre un râteau à la télé et que pour lui ça c'était insupportable. Donc voilà, il y a toujours ce souci-là, entre guillemets, enfin, cette différence, surtout je pense, entre les candidats personnages hommes et personnages femmes de L'amour et dans le pré. C'est pas pareil, c'est vraiment une autre dynamique. Sachant aussi que les personnes, souvent, les personnages féminins et les personnages masculins sont très différents. On a rarement, en fait, des femmes qui sont une femme de 55 ans, qui vit encore chez ses parents pour s'en occuper, qui a repris l'exploitation et qui n'a jamais vraiment connu l'amour. Ça, on n'a pas souvent, et je dirais même jamais, mais j'ai pas vu les 20 saisons, donc je me trompe peut-être. Et ça va plus être un profil masculin. Et pour les femmes, ça va plus être des jeunes femmes entre 25 ans et 45 ans euh, qui ont construit leur exploitation, qui ont tout construit seules ou avec un partenaire mais qui à un moment est parti et qui aujourd'hui en fait sont tellement prises par leur travail qu'elles n'ont pas le temps de rencontrer quelqu'un, voire que le fait qu'elles soient aussi indépendantes et accomplies dans leur travail effraie en fait leur potentiel partenaire. Donc voilà, là on a Océane, on a aussi Géraldine qui est un peu comme ça. Il y a aussi Célia, mais j'en parlerai pas aujourd'hui de Célia. Il y a un peu ce côté-là, ce trait qu'on retrouve, je trouve, d'année en année. Et ça va être des femmes après qui, au moment des speed dating et du séjour à la ferme, vont être assez directives et on va leur reprocher sur les réseaux sociaux beaucoup. On va leur dire mais elles laissent pas la place, elles écoutent pas, elles imposent beaucoup leur manière de fonctionner. Parce que c'est des femmes qui ont tout construit seules, qui se sont débrouillées seules, et le fait que aussi il y ait dans ce programme il y ait ce mélange entre la vie professionnelle et la vie privée fait que c'est difficile en fait pour elles de ne comment dire de remplir les critères de ce que doit être une femme, de ce qu'on attend d'une femme dans un dating show. Voilà.
Donc revenons-en à Océane. Là, je parlais un peu du contexte un peu plus général des jeunes femmes accomplies et débrouillardes dans l'amour et dans le pré. Oui, où je crains qu'elle finisse seule parce que c'est souvent ce qui se montre, mais je pense quand même que ça va la faire avancer aussi parce que elle dit qu'elle a que des mauvaises expériences. Donc là, d'avoir une expérience qui est aussi cadrée, qui est accompagnée, où elle a quand même un petit peu, on va dire, des retours de Karine au fur et à mesure. Après le speed dating, Karine, elle vient quand même prendre un temps avec eux pour voir qui ils choisissent et pour leur demander un peu de s'expliquer. Après, il y a aussi le fait que les histoires soient filmées. Je pense que elle, qui a vécu des relations assez destructrices, ça fait une sorte de protection d'une certaine manière aussi. Même si après, cette protection peut se retourner contre soi parce qu'il peut y avoir les retours des téléspectateurs sur les réseaux sociaux qui sont assez durs et méchants même parfois. Mais il y a quand même ce truc de pendant que tu vas faire tes premiers jours de relation où tu vas un peu sonder l'autre, tu vas de temps en temps faire des petites interviews face caméra avec le journaliste et le cadreur, et du coup il va y avoir un peu cette soupape où tu vas pouvoir en même temps analyser ton histoire, parler de ton histoire et donc vraiment comprendre ce que tu es en train de vivre, et je pense que pour elle c'est vraiment ce côté-là qui va être bénéfique, et après on n'est jamais à l'abri d'une surprise, peut-être qu'elle va trouver quelqu'un avec qui ça va bien se passer et elle pourra construire une histoire durable. Elle souhaite fonder une famille. Elle souhaite vraiment une histoire solide et voilà, qui puisse aboutir à construire une famille, avoir des enfants avec la personne qu'elle va rencontrer. Donc je lui souhaite tout le meilleur et si ce n'est pas une rencontre, que ça soit au moins de grandir, de mieux cerner ce qu'elle attend dans ses relations. Ensuite, il y a juste dans son portrait une partie que j'ai adorée, une partie que j'ai détestée. Ce que j'ai adoré, c'est le moment où elle est entourée de toutes ses copines et que ses copines lui disent on est là pour toi. C'est d'ailleurs elles qui l'ont inscrite à l'émission, qui lui disent même si tu fais des conneries, on te regarde faire et puis après on t'aide à te relever. J'ai trouvé ce moment entre copines très très mignon. Et ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est le moment où Karine lui dit est-ce que tu te trouves jolie? Et où elle dit ben bof, donne-toi une note. Mais en fait, Karine, c'est quoi le principe? Après, elle dit, Karine justifie ça en disant oui, mais on fait les portraits, faut qu'on soit transparent. Si t'as un souci d'estime de toi, dis-le tout de suite. Mais moi, je trouve ça hyper contre-productif parce que pour moi, elle risque d'attirer des personnes qui aiment bien avoir des personnes qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes pour pouvoir les rabaisser encore. Enfin, c'est pas une info que tu donnes tout de suite. Elle pourra dire ça au speed dating ou après, mais dans le portrait, tu dis pas je me trouve moche. Enfin, surtout que c'est pas elle qui a amené le sujet. Si c'était elle, Océane, qui avait amené le sujet, peut-être que j'aurais dit ok, pourquoi pas, c'est important pour elle que ça soit dit tout de suite. Mais là, le fait que ce soit Karine qui amène le sujet, que Océane, elle esquive un peu parce qu'elle a pas forcément envie d'en parler tout de suite, et que Karine, elle cherche vraiment, elle creuse, et de manière pas du tout fine, j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé. Voilà pour Océane. On arrive maintenant à Denis, 59 ans, Rhône-Alpes, qui était mon chouchou pour le moment. Alors si vous avez écouté mes récaps de la saison 19, vous savez que souvent mes chouchous se révèlent les pires. Donc j'ai un peu peur. Mais là vraiment en fait j'ai trouvé déjà en fait le portrait était tellement bien fait, bien rythmé et drôle. Vraiment merci M6. Vraiment. Tout était parfait, tout. Et j'ai vraiment éclaté de rire plusieurs fois devant ma télé et je l'ai re-regardé une deuxième fois et ça m'a toujours fait autant rire. Je vous le conseille d'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé et que vous ne voulez regarder qu'un portrait, regardez celui de Denis. C'est le premier portrait de la partie 2 de l'épisode 1 des portraits. Bref, Denis, 59 ans, Rhône-Alpes Isère. C'est aussi le profil du célibataire endurci qui vit dans une maison un peu datée et qui travaille, qui s'est noyé dans le travail en fait presque et qui du coup sa vie personnelle a complètement n'avait plus de place et n'était plus la priorité. Il n'a pas d'enfant, il est très fan de Johnny. Et je l'accepte, je le tolère parce qu'il est aussi fan de Joe Dassin et moi j'adore Joe Dassin. Il a d'ailleurs dans son coin musique un vinyle de Joe Dassin. C'est pour ça que je l'aime bien. Le fan de Johnny ou fan de Sardou, il y en a aussi au moins 2 chaque année. Et là, on a Denis qui est fan surtout de Johnny, qui dit que pour lui, c'est le dieu. Et, euh, et donc, le moment drôle, c'est qu'en fait, à un moment, il met une chanson de Johnny. Je crois que c'est toute la musique que j'aime.
Et au moment du montage, en fait, ils ont mis un peu en mode écran de cinéma, donc avec les deux bandes noires en haut et en bas et une lumière un petit peu western presque. Et lui, il chante à fond dans sa chambre sur la chanson de Johnny. Et les cadreurs, ils ont fait un effet un peu plongé contre plongé. Enfin, c'était vraiment très très drôle. Et je pense que c'est représentatif de qui il est, quoi. C'était pas seulement pour un peu le tourner en dérision, mais c'est aussi parce que je pense que c'est un personnage qui est extrêmement drôle. Et ça nous promet de vraiment bien rigoler. Qu'est-ce qui m'a fait rire aussi, c'est que oui, il présente son fauteuil. Donc il a un seul fauteuil devant la télé. Il dit bon bah si j'ai une compagne, faudra peut-être acheter un canapé. Et en fait, c'est un fauteuil qui peut se déplier. Enfin, il peut se transformer en fauteuil allongé. Et donc il s'assoit sur son fauteuil et il dit voilà, chaque soir je me mets en PPAP, position parallèle au plafond. Et ensuite, on le voit appuyer sur sa télécommande pour nous faire une petite démo de son fauteuil. Et là, pareil, ils ont mis une sorte de ralenti avec la musique de ta 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 ta. Et c'est très très drôle, vraiment. Ce portrait, c'est... Bref. Il se présente lui-même sinon comme un gars simple. Les critères qu'il donne à Karine, c'est qu'elle se coiffe. Non mais ce mec, vraiment, il était trop drôle. Et Karine, elle lui répond oui, oui, puis qu'elle se lave aussi quand même, c'est mieux. Lui dit ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bref, je pense que c'est un peu comme Jean-Louis que j'ai présenté avant. Le fait qu'il ait assez peu d'expérience fait qu'il a du mal à cerner exactement ce qu'il recherche chez une femme. Et du coup, il tape large, entre guillemets, enfin, il cherche extrêmement large. Et il compte sur une femme qui va se reconnaître en lui pour lui écrire et que ce sera le bon match. Et j'espère que ça va marcher, mais après, il y a aussi, avec ces profils-là, il y a toujours ce truc de est-ce que il y a la place, en fait, pour une compagne? Parce que déjà, sa maison, elle n'est pas finie d'être rénovée. Alors, il dit qu'il aimerait bien le faire avant que les prétendantes arrivent. Mais il a que une chambre et un salon pour le moment. Et il vit dans 2 pièces, il a pas de canapé, juste un seul fauteuil. Enfin, tout est organisé dans sa vie pour une personne seule. Donc comment est-ce qu'il va s'adapter à devoir vivre? Déjà, il va passer de 1 à 3 s'il a 2 prétendantes qui viennent. Comment ça va se passer? Et ensuite, est-ce qu'il a vraiment la place pour une compagne? À voir. En tout cas, c'est sûr que l'émission lui permettra d'avancer là-dessus. Et ça va nous permettre à nous de beaucoup rigoler. J'espère que Denis, ils vont pas le couper, qu'ils vont pas trouver un truc problématique chez lui. Je le veux absolument au speed dating, au séjour à la ferme, partout. Voilà, mon coup de cœur, pour le moment. Ensuite, on a Mathieu, 29 ans, qui, aussi en Occitanie, je crois, qui, lui, pour moi, est un peu le type, un mélange entre Valentin et Bruno de l'année dernière. C'est-à-dire qu'il a repris l'exploitation familiale et il travaille avec ses parents. Et pourquoi ça n'a pas avancé dans sa vie amoureuse, c'est qu'il a eu un choc dans sa jeunesse. Pour Valentin l'année dernière et Bruno aussi un peu, c'était la perte d'un parent, la maladie puis la perte d'un parent. Et là, enfin la maladie d'un parent puis la perte d'un parent. Et là pour Mathieu, c'est lui qui a été malade. Et à ses 20 ans, il a eu un souci cardiaque et du coup ils lui ont installé un défibrillateur dans son cœur en fait. Enfin, c'est comme ça qu'il l'expliquait, hein. Je pense qu'il y a un nom technique. À cause d'une myocardie qu'il a eue à 20 ans. Et ça a été un événement un peu traumatisant pour toute la famille. Et donc, en fait, ensuite, il s'est vraiment recentré sur sa famille, ses parents et ses amis. Et sa sœur jumelle aussi, puisqu'il a une sœur jumelle. Et en fait, sa sœur jumelle, il y a 2 ans, a eu un bébé. Et pour lui, ça a été un déclic. Il s'est dit, mais moi aussi, je veux devenir père. Moi aussi, je veux une famille. Moi aussi, j'ai le droit à ce bonheur que vit ma sœur. Et c'est ce qui fait qu'il s'est inscrit à l'amour et dans le pré. Il est dans une exploitation de brebis laitières et il est dans une famille d'agriculteurs, donc comme je l'ai dit. Et alors, quand on lui dit qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, il dit ce que je préfère dans mon métier, ce sont mes parents. Il a vraiment cette grande fusion avec ses 2 parents, ce qui est assez mignon et assez, encore une fois, ça vient vraiment, je trouve, ces portraits raconter un discours de cette image d'Épinal de la vie d'agriculteur, où c'est une vie où les valeurs familiales sont au centre, où ce sont des bons vivants aussi, mais où vraiment la famille est la première valeur. Et en tout cas, ils racontent bien cette histoire-là, eux, on est touchés par leur histoire. Oui,
J'ai noté, je pense qu'ils ont besoin d'une expérience heureuse. Exactement comme ça avait fait avec Clémence et dans la famille de Bruno l'année dernière, où en fait son père aussi, le père de Bruno, l'avait tout de suite adoré et adopté, où elle avait vraiment apporté une joie. En plus, il y avait eu ce moment où elle avait offert des fleurs qui étaient les fleurs préférées de la maman défunte de Bruno. Et elle avait apporté vraiment cette bouffée de vie et de joie dans la famille. Je pense que la famille de Mathieu, ils sont aussi dans l'attente et ils vont accueillir à bras ouverts une personne qui arrivera et qui correspondra à Mathieu. Et voilà. Lui, pour le coup, oui, voilà. Pour encore appuyer ce point-là, ils ont rénové ensemble, donc les parents et Mathieu, une maison qui est à 50 mètres de l'exploitation, mais qui est une maison différente quand même de la maison familiale, qui donc est super, toute neuve, enfin vraiment pas du tout en chantier, et prête à accueillir donc sa compagne. Lui, il dit qu'il recherche une femme qui n'a pas d'enfant, mais avec qui il pourra fonder une famille, une femme douce, belle au naturel, pas une adjudante. Ouais, je trouve ça bizarre cette expression. Je pense qu'il veut pas une femme qui s'impose trop, qui a un trop fort caractère, pas trop large ni trop maigre. Bon, c'est quand même assez vague comme critère, hein, parce que... Ouais, c'est assez vague comme critère, mais bon, étant donné qu'il a assez peu d'expérience, ça s'explique aussi comme ça. Et je pense, moi, je suis quasiment sûre que, étant donné lui, un peu sa douceur et son profil très calme et sa maladie aussi, même si aujourd'hui tout va bien, je pense qu'il va avoir que des profils d'infirmières. Donc soit elles seront vraiment infirmières, soit ce sera des femmes qui travaillent dans le care, dans le soin des autres, éducatrices, professeurs des écoles, enfin infirmières ou aides-soignantes, qui vont avoir en fait, qui vont être touchées par lui un peu entre guillemets sa fragilité, même si il n'a pas que ça, et l'amour de sa famille, et qui vont vouloir en fait venir aussi un peu apporter de l'amour, apporter de la douceur dans ce foyer. Et je pense que c'est ce qu'il cherche aussi, donc ça collera bien. J'espère qu'elle s'y retrouvera aussi, que lui saura faire des efforts et prendre soin aussi de la personne qui viendra. A priori, oui, si il est effectivement un peu dans le même style que Bruno, je pense que ça devrait aller. Aussi, le portrait termine par une précision de Karine Le Marchand qui dit « Il est important d'avoir le permis pour écrire à Mathieu » et je trouve qu'ils le disent assez souvent cette saison-là et c'est pas mal parce qu'avant ils le disaient pas et c'est vrai que ça causait quand même des problèmes de dépendance en fait. Si tu trouves une personne qui te convient etc mais qui est coincée à la ferme toute la journée pendant que toi tu bosses, c'est compliqué. Dans les deux côtés, enfin c'est assez compliqué. Donc là je pense qu'ils ont un peu tiré des leçons au bout de 20 ans et qui disent maintenant oui, ce serait quand même bien d'avoir le permis et d'être un peu indépendant. Donc ça, je souligne et je salue. Et pour finir ce premier épisode de Portrait, il y a Antoine, 46 ans, qui vit dans le Grand Est à 30 minutes de la gare d'Épinal et qui est présenté comme un petit homme au grand cœur. Donc lui, il est. Ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est que il dit pas oui, quand la fille sera là, je ferai des efforts. Quand ma compagne sera là, je referai les travaux, ça me donnera la motivation, je ferai des efforts pour m'habiller un peu mieux, etc. Non, lui, il a fait tous ces efforts-là avant. Et je trouve ça super et j'espère que ça va motiver des personnes à lui écrire. Il est passé au magasin s'acheter des beaux habits, il a refait sa maison, il a repeint sa maison, il a changé ses lunettes pour des lentilles. Enfin, il a fait vraiment son maximum pour se présenter sous son meilleur jour. Et je trouve ça vraiment... je trouve que c'est un, comment dire, un green flag. C'est un vrai green flag parce qu'il est prêt à faire des efforts, il est prêt à sortir de sa zone de confort et je pense que c'est super. Sinon, voilà, c'est aussi le profil. euh, il a jamais eu de vraie grande histoire et il a beaucoup travaillé et maintenant il veut pouvoir prendre le temps de vivre, il veut pouvoir connaître l'amour, s'engager dans une relation et connaître ce bonheur-là lui aussi. Voilà, il veut chasser la solitude et il va tout faire pour pouvoir rencontrer quelqu'un et faire la place à quelqu'un. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super. J'espère que des personnes vont lui écrire.
il a un physique assez atypique puisqu'il est assez petit et puis il a des grands yeux, donc il est un peu, oui voilà, je dirais atypique. J'espère que il va quand même plaire à des femmes qui vont lui écrire parce que je pense que il a beaucoup de choses à offrir et je le vois pas du tout comme, enfin comme dirait Karine, c'est un vrai gentil. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il saura se débrouiller dans une relation pour que l'autre s'y retrouve aussi. Après, il est très inexpérimenté, donc c'est juste des a priori, hein, je peux complètement me tromper. Et il cherche une compagne indépendante. Ça aussi, c'est un green flag. On se souvient de Stéphane l'année dernière, qui d'ailleurs lui aussi était à 30 minutes de... Enfin, qui était aussi dans le Grand Est, qui lui cherchait une femme dépendante. Enfin, il disait fusionnelle, mais c'était quand même assez bizarre. Que quelqu'un dise qu'il cherche une femme indépendante, je trouve ça super. Du coup, pour partager un quotidien authentique et réaliser son rêve de fonder une famille. Bon, ça c'est les mots de M6. Voilà, un peu comme tous, quoi. Hein. Ils veulent chasser la solitude, fonder leur famille. Ce qui m'inquiète un peu pour lui, c'est qu'il a 46 ans. Fonder une famille, ça veut dire qu'il va avoir une femme qui sera bien plus jeune que lui. Je sais pas, à voir. C'est le seul point un peu noir de son portrait. Dans ceux qui... Il y a souvent dans l'amour et dans le pré des personnes qui viennent et... des hommes qui sont assez, qui ont dépassé les 45 ans, voire les 50 ans, qui disent j'aurais aimé fonder une famille, mais ce sera le plus grand regret de ma vie, mais maintenant c'est peut-être un peu tard, mais j'aimerais quand même essayer. Ça me chiffonne toujours un peu parce que je me dis si c'est... Enfin, je sais pas. Certes, la vie fait qu'on peut pas toujours... les choses ne se passent pas comme on l'a prévu, mais je me dis, si c'était une priorité, pourquoi ne pas l'avoir fait passer avant? Enfin, est-ce que c'était vraiment une priorité? Ou est-ce que c'est juste maintenant ils se rendent compte que tout le monde a des enfants et dans leur entourage et pas eux, et du coup ils se disent mince, c'est dommage. Est-ce qu'il y a pas, ce que je me demande c'est est-ce qu'ils font pas une sorte de relecture de leur histoire, où en fait pour eux ça n'a jamais été une priorité, mais où maintenant ils se disent mince, c'est vrai que c'est dommage de pas en avoir quand même. Et dans ce cas-là c'est un peu, enfin, c'est un peu, voilà, faut que je trouve un mot. C'est un peu étrange. Non, c'est un peu... Est-ce que c'est une bonne idée forcément de vouloir forcer à avoir des enfants si finalement c'était peut-être pas une priorité mais c'est juste la pression sociale d'une certaine manière qui fait que qu'on en a envie. Et je voudrais finir du coup par dire que fonder sa famille, c'est pas forcément avoir des enfants, ça peut aussi être accueillir une compagne qui a des enfants et remplir son rôle de beau-père correctement. Ça peut aussi être, surtout pour dans le monde agricole, prendre des apprentis et avoir une sorte de rôle de mentor et de grand frère pour ces apprentis-là et pourquoi pas nouer des liens qui à terme seront des liens similaires à ceux d'une famille. Ça peut être aussi devenir famille d'accueil, ça peut être, enfin, fonder sa famille, ça peut prendre plein de formes différentes et donc je trouve ça dommage de réduire ça à juste avoir un enfant, avoir une descendance, mais je pense aussi que c'est lié justement au monde agricole et à la volonté de transmettre ses terres. Et quand il y a un neveu, il y en avait là dans les portraits où ils disent ben ce sera ce neveu-là qui va transmettre ses terres, ça allège un peu, on va dire, le souci, enfin il y a la solution du coup. Mais s'il n'y a pas de neveu et s'il n'y a pas de descendance, je pense qu'il y a aussi cette inquiétude-là qui est plus de se dire à qui vais-je transmettre mes terres, à qui vais-je transmettre mon exploitation, à qui vais-je transmettre ce sur quoi j'ai travaillé si longtemps. Voilà. Eh bien, c'est fini pour ce premier épisode de présentation des portraits. On se retrouve donc la semaine prochaine pour les portraits le deuxième épisode de portraits avec les 5 prochains portraits et la semaine d'après avec le troisième épisode des portraits tout simplement. Merci pour votre écoute.